Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons de nouveau parler d'intelligence artificielle puisque le sujet est vaste et riche avec Eli Bernstein. Bonjour Eli. Bonjour, merci de m'avoir. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jérôme Seize. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Paul Amar. Et bonjour. Alors, Eli, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Eli Bernstein. Je bosse pour Google DeepMind et je suis responsable pour la recherche et la technical lead pour la sécurité AI. Donc, essayer de sécuriser un petit peu Gemini et un peu nos produits AI en tant que contributeur individuel. Alors, Eli, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à l'intelligence artificielle ? Alors, la vérité, c'est que j'ai commencé à utiliser l'IA parce que c'était super pratique pour attaquer certains systèmes. J'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais à Stanford pour attaquer les captcha. Je crois que vraiment la première fois où j'ai fait l'IA de manière très très sérieuse, c'était pour tester la sécurité des captcha Yahoo et Google à l'époque. Essayer d'être capable de prédire les petites images, mais aussi l'audio. À l'époque, l'audio était extrêmement vulnérable par rapport à tout ce qui était reconnaissance d'images. C'était dans les années, je vais me dater, mais c'était dans les années 2008 à 2010. Et puis après, j'ai pas arrêté d'en faire. Une des choses que je m'en suis servi pour à peu près tout. À un moment, je m'en servais pour aussi attaquer les jeux. J'ai réussi à me faire... j'avais fait un talk à la DEF CON, je crois, en 2016 ou 2017, comment utiliser ça, par exemple, pour prédire les cartes sur Hearthstone. J'ai réussi à me faire bannir mon compte par Blizzard et aussi avoir une gentille lettre me demandant de ne pas réaliser le code. Donc c'était majoritairement des applications offensives au départ. Et quand j'ai rejoint Google, j'ai commencé à m'en servir beaucoup plus pour des applications défensives. Pour la première chose que j'ai fait, c'est question de karma, je me suis allé essayer de m'occuper un petit peu de reCAPTCHA pour essayer de le sécuriser puisque j'avais un petit peu montré... on appelle ça du red team maintenant, quoi. Du red team sur les captcha, donc on essaie de fixer un petit peu les captcha. Et puis après, beaucoup de travail sur tout ce qui était la sécurité des classifieurs Gmail ou les systèmes antivirus Google qui utilisent de l'IA. Il y a pas mal de choses qu'on a développées là-dessus. Alors, tu as évoqué quelques aspects de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur l'offensif, mais est-ce que les LLM sont utilisés par les attaquants en dehors du fait de générer de meilleurs emails de phishing ? Alors, effectivement, tu as raison, les emails de phishing, c'est une des applications qui est les plus advertisées, qui sont les plus mises en avant par les gens qui vendent. Il y a un black market pour les LLM. C'est la première chose peut-être qu'il faut mentionner, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont loués ou vendus sur différents forums de hack. Il y a un très bon papier que j'espère on puisse me fournir un lien, je l'ai pas là sous la main, mais qui a étudié, il y en a 15 ou 16, ils ont testé un petit peu. À part le phishing, il y a des gens qui essaient de générer des malwares avec, ça n'a pas l'air de marcher très très bien d'après la recherche des académiques qui ont fait ça, c'est une super recherche. Et puis un petit peu d'idée peut-être de faire aussi un petit peu de la désinformation. Alors c'est relié au phishing, tu me diras, mais quelque chose comme ça. Est-ce que quand on parle de phishing, évidemment, c'est la première application qui vient dans les discussions. Moi, ce que je trouve encore beaucoup plus fort sur les LLM, c'est la capacité à faire du spear phishing et donc à intégrer une partie d'OSINT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lâcher un modèle pour aller rechercher des centres d'intérêt d'une cible et construire un mail de phishing qui s'appuie sur du crawling qui a été fait sur la cible pour essayer de synthétiser ces centres d'intérêt. Est-ce que ça, c'est packagé ? Est-ce qu'on le vend déjà ? Ouais, je sais pas si c'est packagé avec une API qui va te permettre de faire l'OSINT et en même temps faire le modèle, mais oui, il te file des tutoriels, il te file tout ce qu'il faut pour y arriver. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue technique, c'est il y en a une bonne partie qui utilise des jailbreaks, donc des capacités à bypasser les filtres de safety des principaux modèles, et qui en fait te vendent une manière pour générer du contenu qui est en théorie filtré avec des modèles, je vais pas donner de nom, mais tous les modèles que tu peux penser. Et il y en a une petite minorité qui va te faire des modèles custom,
qui d'après nous sont du raffinement sur des modèles open source. Donc t'as comme une petite variété là-dessus. C'est naissant, hein, c'est la première année où on voit ça un peu, un an et demi qu'on voit ça développer, donc on sait pas trop où ça va aller, mais oui, tu peux imaginer que le spear phishing, ça va être quelque chose. Comme tu peux imaginer que quand il y a un floor comme RSA ou Black Hat, tu vas avoir un certain nombre de compagnies qui vont te vendre du pen testing ou du phishing testing via LLM et AI. Je pense que ça va être une des premières ventes massives qu'on va voir arriver par les compagnies. Ça colle bien au système, quoi. Ça, c'est sûr. Ce que j'ai pas vu dans ces capacités, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que j'ai pas encore vu, mais peut-être que j'ai raté, de modèle qui fait à la fois la génération de l'image et de la génération du texte. C'est-à-dire que tu aurais très envie d'avoir, très envie. Tu peux imaginer qu'un attaquant aurait envie d'avoir une génération d'une image produit, ou qui fait que la publicité d'une banque ou je sais pas quoi, et en même temps du texte. On n'a pas encore vu ça. Donc de ce point de vue-là, les modèles commerciaux multimodaux sont en avance. Ceci dit. Et des LLM couplés à des robocalls. Oui, alors ça, il y en a. Je crois que c'est un peu quand même aujourd'hui la partie, si on peut parler qui fait un peu pas peur, mais qui est vraiment la plus dangereuse, c'est des gens qui rapportent avoir été fichés par des gens qui avaient la voix de quelqu'un qu'ils connaissaient. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que une grande partie de ce qu'on fait, c'est on fait confiance à la voix. On sait que les numéros de téléphone peuvent être spoofés. Donc, t'as pas confiance dans le numéro de téléphone. Si tu peux pas avoir confiance quand tu écoutes quelqu'un, que ça ressemble vraiment à la voix de la personne que tu penses, ça devient difficile. Il y a même eu un rapport il y a quelques temps sur un employé qui se serait fait duper en vidéo live par un deepfake qui reprend le visage et à la fois la voix en live. Ça pose des problèmes. Mais donc la question, c'est vraiment là maintenant à la frontière du scam et même de la désinformation. On a vu il y a quelques mois aussi Zelensky se faire deepfake et demander de surrender l'Ukraine au début de la guerre. C'était un deepfake aussi. Donc il y a quand même des applications de la Gen AI plus que les LLM. Je pense que les gens parlent du LLM, je pense que la côté falsifier les voice et falsifier les vidéo calls, ça va quand même être ce qui va émerger comme le plus valuable pour les attaquants. Et là-dessus, est-ce que tu vois, on va dire, dans le domaine de l'IA, l'utilisation pour détecter ces deepfakes en avance de phase? Alors c'est une question qui est difficile parce qu'il y a des choses que je peux dire et des choses que je peux pas dire pour des raisons de sécurité. Tu peux d'une certaine manière le faire. C'est sûr qu'il y a des imperfections. Donc on va dire qu'il y a pour le moment des discriminations. Je veux pas trop rentrer dans le détail parce qu'on est quand même un peu au milieu de la bataille avec ça, que ce soit avec les produits YouTube ou les produits Meet, etc. Donc on peut pas trop parler de comment nous on fait, mais oui, il y a de la recherche là-dessus. Ma vue de la chose, c'est qu'éventuellement tu finis par plus y arriver. C'est-à-dire qu'il y avait il y a très très longtemps une des premières personnes qui a inventé ce genre d'attaque, ça fait 10 ans quasiment que ce genre d'attaque existe. Éventuellement, quand tu as un GAN, c'est-à-dire un modèle qui génère, un modèle qui détecte, éventuellement, le modèle qui détecte finit par perdre. Et donc, éventuellement, je pense qu'il faut, en tant que sécurité professionnelle, il faut qu'on admette qu'éventuellement, ça finit par arriver, il faut commencer à passer en plan de secours. Un peu comme pour la crypto, il faut accepter qu'à un moment ou à un autre, les attaques quantiques, ça marchera. Tu sais pas si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, mais il faut faire quelque chose et réfléchir. Il faut qu'on admette qu'un jour ou l'autre, tu peux plus faire confiance à l'image ou à l'audio, et donc, ce qui reste, c'est la crypto. Et il va falloir signer les images, il va falloir signer les vidéos, il va falloir faire de l'authentification beaucoup plus forte. Le monde est pas prêt à ça. Et créer toute une chaîne de confiance aussi qui permet de garantir la signature, de garantir l'origine de l'image, etc. Donc là, il y a énormément de choses à inventer. Il y a énormément de choses à inventer. Il y a le protocole C2PA de chez Adobe qui commence à gagner des vitesses. Mais oui, la sécurité de la supply chain, il y a beaucoup de gens qui parlent de la software supply chain. On a la supply chain sécurité AI qui commence à arriver avec la signature des modèles, etc. Mais oui, la signature la supply chain des médias, ça va être énorme. Et il y a tellement peu de recherche ou de conscience de ça aujourd'hui que, tu vois, les gens, comme tu le disais, Jérôme, sont axés sur le phishing avec le LLM qui est l'évidence même. Mais derrière ça, toutes ces attaques-là ont des ramifications terribles. Les entretiens d'embauche. J'ai entendu parler, je parlais à un CISO d'une grosse boîte il y a pas très longtemps, qui disait qu'un des gros problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils savent pas si les gens qu'ils embauchent et qui font des entretiens en remote, c'est des vraies personnes. T'as aucune idée s'il n'y a pas quelqu'un en interposition, et on sait qu'il y a des services black market, marché noir, qui sont dédiés à ça. Donc t'as vraiment un marché noir qui se fonde sur la capacité à un poste à tricher. Pense aux examens médicaux, ça va être un sujet super chaud. Et bon, ça c'est une très bonne chose. Comme ça, on va revenir aux entretiens en présentiel avec le contact humain. Ah, je suis très content.
fort possible. C'est aussi fort possible que tu puisses avoir des caméras beaucoup plus avancées avec du depth sensor, peut-être de la température sensor, peut-être plus d'attestation de hardware. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais c'est vraiment s'il y a une chose qui est intéressante pour les gens qui écoutent le podcast, c'est commencer à regarder ça parce que c'est vraiment ça va devenir important, de plus en plus important, et tu vois la vague arriver. Et avec les élections américaines, etc., ça va devenir de plus en plus dans le Nexus, et l'année prochaine, tout le monde va en parler à mon avis. J'aime pas trop faire des prédictions, mais ça, tu le vois venir comme un raz-de-marée. Après, il y a déjà des candidats qui trichent dans les entretiens aujourd'hui en utilisant des services en ligne qui te proposent ça, et en fait, tu leur poses une question, et le mec dit rien pendant 10-15 secondes, il te regarde la bouche ouverte, et après, il te donne exactement la bonne réponse, avec le nom de l'algorithme, l'implémentation de référence, etc. Et en fait, je ne sais plus comment s'appelle le nom de ce site en ligne où, en gros, tu lui donnes le problème tu lui poses la question et il te résout la question d'entretien, et c'est spécifiquement fait pour tricher aux entretiens à distance, quoi. Oui, il y a un marché. Il y a un très, très gros marché de gens qui veulent passer des entretiens, pour sûr. Je pense que tu vas aussi... ça, c'est pas spécifique à la cybersécurité, c'est un problème global. Ça, non, mais dans ce cas-là, l'IA est un enabler, en fait. Ça permet de passer à scale des choses qui, pour l'instant, demandent encore trop d'intervention humaine pour nous déborder, en fait. On va être débordé dans la tricherie grâce à l'IA. Tu vas être débordé. J'ai entendu parler par un de mes contacts, par exemple, tu prends les gens chez Kindle, je sais pas quelle est la situation aujourd'hui, mais qu'au début des LLM, ils ont été complètement débordés par des gens qui soumettaient un livre avec 10 nouvelles sur le sujet de ton choix, parce que tu été obligé d'avoir 10 petites novelettes parce que le modèle, il n'arrivait pas à te faire un truc plus long qu'une novellette, mais il y a un vrai problème de contenu. Spotify, pareil. En fait, le problème a été réglé. Aujourd'hui, Amazon ne t'autorise plus à écrire plus de 3 livres par jour. Ah bah écoute, 3 livres par jour, ça réduit la productivité, ça c'est sûr. Mais... En fait, l'IA multiplie la productivité aussi des tricheurs, en fait, surtout, et ça permet de passer à l'échelle plein de choses. Bah, en fait, si on prend un petit peu une autre partie de mon travail, mais qui est un peu liée à ça, une des problématiques les plus difficiles, c'est les gains de fonction. Tu te dis que l'IA, pour beaucoup de choses, en fait, tu peux t'en servir comme un assistant. La question, c'est, t'as pas très envie qu'une IA soit utilisée pour transformer un script qui lit un débutant en un expert hacker qui va faire des dommages irréparables. Donc, tu as besoin de mesurer aussi la capacité des IA à t'aider à performer ce qu'on appelle les dangerous evaluations. Donc, ça peut être, il y a les capacités de cybersécurité, la capacité d'écrire des exploits, par exemple, trouver des failles, écrire des exploits, ou des choses un peu plus drastiques comme faire une bombe nucléaire ou une arme bactériologique, en fait. Mais ça, c'est vrai c'est aussi l'autre question, c'est qu'est-ce qui est utile de fournir via l'IA, qu'est-ce que tu as pas envie que l'IA ne soit capable de fournir. Et donc, ça reste du domaine, pas de la science-fiction, mais ça reste du domaine pour le moment qui n'est pas dangereux. C'est-à-dire que tu demandes à OpenAI, tu demandes à Anthropic ou tu demandes à Google. On pense pas que nos modèles actuels sont dangereux dans ces catégories-là, mais si l'IA continue sur sa trajectoire de capacité, tu as envie que certaines capacités soient pas là. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, ça aide les tricheurs à tricher mieux, t'as probablement pas envie que ça aide les hackers à hacker mieux. C'est pas forcément un gain pour la société, on va dire. Donc, effectivement. Maintenant, avec le black market, tu vas te dire qu'il y aura forcément des gens qui vont te vendre ces capacités, avec du lag par rapport au meilleur modèle, mais éventuellement. Donc, Et puis après, c'est good enough, en fait. T'as pas besoin d'avoir toutes les fonctions des meilleurs modèles commerciaux si ça fait juste ce dont tu as besoin de toi dans ton petit laboratoire. Voilà, moi je pense qu'un jour ou l'autre, trouver une vulnérabilité dans un plugin WordPress, ça sera fait avec une IA. Ça sera pas de la vulnérabilité avec une chaîne d'exploits, un ROP et un truc terrible pour faire du remote control sur un iPhone, mais les vulnérabilités pas un peu basses, ouais, ça va finir par arriver. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense, ceci dit. Il y a aussi énormément de hype sur ce que l'IA est capable de faire par rapport à généraliser. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une très très grosse discussion. C'est un peu plus côté défense, mais éventuellement, je pense que ça finira par arriver. J'ai pas de date, mais éventuellement, il faut s'y préparer aussi. En face, la défense, effectivement, comme tu le dis, s'y prépare. J'ai rencontré une société, une start-up en tout cas, qui est en incubation, qui travaille sur le fait de permettre à un grand modèle de langage de lire tous les rapports qui sortent, qui sont publiés par tous les grands éditeurs de sécurité, les Unit 42, tous ces grands rapports en fait de menaces, et de les synthétiser, de les comprendre et d'en tirer des marqueurs
qui ensuite peuvent être regardés dans des logs. Et donc là, on fait vraiment le bridge entre de l'information qui est absolument pas structurée. On est sur un rapport qui est écrit, qui est rédigé, et qui présente des TTP d'attaquants, des méthodes, etc. Et des choses qui sont en dur, dans des logs, dans des formats structurés. Et cette IA est capable de faire le lien entre les deux et de dire, attention, là, dans tel log, vous avez ce qui ressemble à ce qui est décrit comme approche, comme TTP dans tel rapport de Unit 42 ou de machin, ou de Verizon, Data Breach Report. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez aussi ? Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, Mandiant est une acquisition Google, donc qui est une des plus grosses boîtes que tu mentionnes. Oui, je pense que la threat intel et l'incident response, c'est probablement les deux plus en avance, tout simplement parce que c'est du langage humain et tu as beaucoup de demandes de synthétisation. C'est vraiment un truc où ça marche bien et ça fait gagner du temps. Ça veut pas dire que tu peux le faire sans supervision. Par contre, je serais un petit peu plus réservé sur tu peux actionner directement entre le rapport et ton réseau. Je suis pas très sûr qu'on en est là, mais on a pas mal de résultats, même pour écrire des signatures IARA. De langage naturel vers IARA, ça marche bien aussi. La summarisation d'incidents, etc. On a pas mal de choses dans le pipeline qu'on va publier. Du moins, on va en parler publiquement, mais oui, on a fait pas mal de progrès. La synthétisation. Surtout dans un domaine comme l'incident response où il faut aller vite. Il y a énormément d'informations et il faut aller vite et il faut aller à la bonne info. Donc on imagine que ça peut être très utile en tout cas. Ouais, c'est très utile. C'est très utile aussi pour un use case. On l'a pas encore officiellement publié, mais on a de très bons résultats pour la summarisation d'incidents. Tu peux aussi imaginer que c'est pas que tu perds du temps, mais tu as un besoin de communiquer la conclusion de l'incident. C'est quand même écrire des rapports. Et tu as déjà formaté tout ton incident, t'as vraiment des gains de temps. Donc je pense que de ce point de vue-là, ça va être très super efficace et utile pour les défenseurs d'être capable en allant encore plus loin, on peut imaginer que, parce que souvent les victimes doivent résumer les incidents à différents acteurs de leur écosystème, des clients, des gros clients, des gens où il y a de la réglementation, des gens où il n'y a pas de réglementation, des autorités, etc. Et on peut imaginer une IA qui, à partir de la même source d'incidents, qui a été produit par le CERT par exemple, est capable de faire des rapports qui sont anglais différemment en fonction de l'entité qui demande avoir un rapport, avoir une synthèse de l'incident, et qui en plus aura juste les bons niveaux d'information. En tout cas, ça me ferait rêver. J'espère avoir encore un peu de travail, mais ça me ferait rêver, ouais. L'IA pourra écrire ton rapport comme si elle était Dark Vador. Je pense pas que ça soit ça. Non. Nicolas. Je pense que tu vas y arriver rapidement, Jérôme, à ça. Je pense que tu peux même imaginer écrire un rapport en plusieurs langues, ce qui serait aussi pas mal. Ça dépend pour les boîtes dans lesquelles tu bosses, mais tu peux aussi avoir à communiquer en différentes langues. Ça demande quand même une expertise de décider quel est ton format de rapport, comment tu veux le formater et comment tu veux aussi entraîner avec ton style maison, etc. Donc ça fait gagner du temps. Je pense que ça fait gagner du temps entre le moment où l'incident arrive et le moment où l'incident est communiqué. Et donc, ça nous redonne, en tant que défendeur, un avantage. On a des process plus légers, c'est quand même pas si mal que ça. Je pense pas que dans la vie de tous les jours, si t'es un petit peu honnête, écrire les rapports, c'est ce que tu préfères. Donc, tu vas pas me dire que globalement, tu te lèves le matin, tu fais super, aujourd'hui, je vais m'écrire 3 rapports, c'est le highlight de ma journée. Donc, il y a aussi ça. Moi, je suis un ancien journaliste, j'aime écrire, alors bon, je trouve encore un certain plaisir, mais effectivement. Bon, on a fait une transition souple vers l'usage défensif. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du point de vue offensif? Oui, je pense qu'on ne sait pas encore. Je pense que c'est aussi une chose qui est importante de mentionner, c'est que entre ce qu'on pense qu'il va se passer et ce que la créativité humaine va créer, il y a toujours un gap. Donc, unknown, je pense pas qu'on sait tout. Mais effectivement, ouais, il y a probablement d'autres choses. C'est très surprise. Un des points intéressants sur la summarization, comment on dirait ça en français, sur la synthèse de documents, c'est tous les travaux sur l'explicabilité et la citation des sources, ce que font beaucoup d'IA maintenant, c'est-à-dire qu'elles te disent, voilà, la réponse à ta question, enfin, ce que font beaucoup de LLM, ils te disent, voilà la réponse à la question que tu m'as posée, et voici le lien qui m'a fait penser que c'était la bonne réponse, ce qui s'appelle la Retrieval Augmented Generation en anglais, et ce qui permet, éventuellement, tu vois, si tu as des IOC dans un rapport ou des choses comme ça, de dire, bah voilà, ton attaquant, il a fait ça, ça et ça, et voilà, tu peux cliquer sur tel lien pour aller voir le paquet réseau dans lequel va se trouver la preuve que c'est bien la bonne adresse IP, quoi. Ouais,
la retrieval augmented, Nicolas, juste pour préciser un tout petit peu, c'est quand tu as une demande d'utilisateur, tu prends un moment pour aller chercher dans ta base de données un ensemble de références et tu les affiches. Mais le modèle, il est aussi capable de te donner des références qui sont dans son jeu d'entraînement. Je pense qu'une des choses qui est peut-être intéressante de mentionner, c'est que quand on entraîne un large language model, en fait, on coupe le dataset à une certaine date parce que tu as besoin de lancer l'entraînement et l'entraînement, il prend pas 2 heures, il prend même pas 2 jours, il prend des semaines. Donc, tu as quand même un lag temporel quand tu entraînes un modèle qui n'a pas les dernières informations. Donc, pour combattre ça ou inclure de l'information métier, tu as envie de faire une étape qui est pas faite par le modèle, mais qui est faite par le système autour, d'aller faire de ce que tu disais, donc de la retrieval, de la recherche d'informations, soit sur un système, soit sur Internet, soit sur ta base de données métier à toi. Tu peux imaginer qu'un modèle est capable d'interroger ta base de device, interroger ta base de rapports de threat intel dont tu as accès, etc. Oui. Ça réduit aussi ça le permet d'être aussi à jour. Parce que pour tout ce qu'on parle de threat. Et sur justement tous ces modèles et la sécurité, si on fait l'analogie typiquement avec des librairies Python, Node.js, où il y a justement des attaques de supply chain, des plateformes type Hugging Face qui vont mettre à disposition des modèles, est-ce qu'ils ne seraient pas susceptibles justement à des attaques de grande ampleur pour directement injecter, en tout cas fine-tuner de manière malicieuse ces LLM? Alors c'est arrivé, il y a eu Poison GPT qui a été une expérimentation, je crois, faite par Mitril Security qui a décidé de fine-tuner un lama pour spreader de la misinformation sur certains mots-clés. Tu as effectivement un risque. Il y a du travail en ce moment qui existe sur la AI supply chain. On avait la même technologie qu'utilisée pour les binary transparency que Google avait développé avec l'industrie qui s'appelle SALSA, où en fait on peut signer aujourd'hui les modèles et tu peux vérifier que le modèle est signé. Ça ne veut pas dire que c'est parfait parce que tu voudrais idéalement pouvoir vérifier que toutes les informations qui sont dans ton modèle est signé et on en revient à un problème classique de sécurité est-ce que tu peux attester tout de bout en bout ou est-ce que tu attestes le bout de la chaîne. Alors on n'en est pas une PKI du modèle encore pour le moment, mais tu as très envie d'avoir une garantie là-dessus. Il y a eu des problèmes avec Hugging Face, on en parle beaucoup parce que c'est très très connu, mais quelles que soient ces plateformes qui distribuent les modèles, il y a eu des problèmes de sécurité. Il y en a qui ont perdu les tokens, les bear tokens pour l'accès à l'API des modèles Llama. Il y a MLflow, ils avaient une CVI pour un remote execution. Il y a des problèmes de sécurité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as beaucoup de startups et tu as beaucoup de gens qui font la sécurité qui parlent des vulnérabilités entre guillemets pure AI comme prompt injection, etc. Mais ce que tu vois dans la réalité, c'est que tu as beaucoup de gens qui en fait coupent toutes des corners partout et en fait la base de la sécurité ils font pas. L'access control t'as pas, le rate limiting t'as pas, le firewalling t'as pas. Et en fait si tu gérais ça correctement comme un système en ligne sérieux, tu peux réduire de 90% les problèmes. Nous, on a essayé de dire ça plusieurs fois avec le framework Google qui s'appelle Safe. On a essayé de dire, commence par faire les bases. Il y a des problèmes spécifiques à l'IA, c'est pas faux. Mais 90% de ce qu'on a, c'est des problèmes classiques qu'on connaît bien. Et il faut avoir ça correct. Et on n'en est pas là du tout. Il y a le cas de Ray.io en ce moment, qui est un framework d'entraînement machine learning. Et en fait, en gros, ils ont un port ouvert qui permet d'exécuter du code. Et c'est exploité dans la nature. Et en fait, le vendeur a disputé la CVE en disant « Non, mais nous, on n'a pas d'authentification, c'est by design, vous ne devez pas mettre d'IP public sur notre système, et donc on ne veut pas de CVE dans notre système, en fait. » C'est retour aux années 80, où tout le monde se fait confiance sur le LAN de l'université, et tu peux faire du FTP anonyme. Il y a un peu de ça, il y a un peu aussi t'as énormément d'XSS, de CSRF, donc de Cross-Track Request Forgery, etc. Toutes les gens qui ont des UI pour leur LLM, ils vont pas faire en sorte de sanitiser la output du modèle et faire en sorte que ils sont une web interface. Et tu sais très bien que si t'es une web interface, déjà c'est compliqué. Déjà quand t'as pas de LLM c'est compliqué, mais quand t'as quelque chose qui génère du code, c'est encore plus compliqué. Mais malheureusement toutes les techniques qu'on connaît sont pas utilisées. Ça c'est vrai qu'il y a un disconnect énorme. Et tu sais pour toutes les plateformes. Ça veut dire qu'on pourrait prendre un modèle existant, le truffer dans sa base d'entraînement en tout cas, ou dans ses références, le truffer de XSS
très sale et attendre simplement que ça ressorte dans les réponses du modèle sur une interface web. Ça serait une reflected XSS. Tu peux faire ça, Jérôme. Tu peux faire beaucoup plus simple. Ouais. On a eu un bug. Je peux décrire peut-être un bug qu'on a eu avec Gemini. Enfin, les gens connaissent ça peut-être sous le nom de Bard. On avait cette idée quand on a fait la première intégration avec Google Doc. Donc, en fait, tu peux demander au modèle d'aller accéder à tes documents et puis te faire un résumé ou t'en servir, par exemple, si t'as un itinéraire ou ce que tu veux. On a eu une attaque qui est publique, qui était fait, on a un bug bounty. Je vais peut-être mentionner ça, on a un bug bounty pour l'IA. Donc on a un rapport de bug bounty qui était très très bien. Et en fait, ils avaient trouvé l'idée de mettre un faux SVG dans le Google Doc, qui était interprété comme un SVG, qui lui-même avait une URL, qui lui-même contrôlait quelque chose. Et t'as cette type d'interaction. Et si tu te rappelles de la sécurité web il y a 10 ans, tu te dis, c'est la même chose. Et la réponse est oui, c'est exactement la même chose. Et tu vas te dire, on n'a rien appris. Alors, on n'a pas rien appris, mais les mêmes bugs sont là et il y a énormément de commonalités, plus que ce que les gens veulent, en fait. Je pense qu'il y a ce côté hype qui est un peu dangereux de voir la sécurité des modèles comme étant complètement nouvelle et de demander des protections qui sont complètement nouvelles. Il y en a une partie, mais... Il y a aussi un cas dans TensorFlow qui est documenté sur le blog Bug Hunters de Google, où en fait il y a le thread model de TensorFlow, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un modèle TensorFlow, c'est un programme. C'est-à-dire que si quelqu'un met un reverse shell dans ton modèle, au moment où tu vas le charger dans ta librairie TensorFlow, il va se lancer et il va faire un connect back chez toi. C'est du bytecode, quoi, ce qui est un modèle. C'est fou parce que à chaque évolution, à chaque nouvelle grande technologie, on retrouve les mêmes faiblesses en fait qui se répètent. Alors c'est presque des faiblesses humaines et on a tendance à observer que souvent les attaquants sont mieux au fait des configurations par défaut des nouvelles technologies et que les utilisateurs ne reconfigurent rien, laissent les configurations par défaut et se font avoir comme ça. Est-ce qu'on a la même chose potentiellement avec les LLM aujourd'hui ? Oui et non. Je pense que d'un certain côté, tu as très très peu de fournisseurs de modèles connus. Donc, mais c'est des boîtes qui savent ce qu'elles font. Donc, en règle générale, elles ont toutes un bug bounty, elles ont toutes de la threat intel. Donc, d'un point de vue du modèle généralement utilisé par les gens, l'utilisateur moyen, je pense que ça va. Je pense qu'après, tu as toute une vague de petites startups ou de gens qui veulent faire tourner leur modèle chez eux. Et alors là, t'es pas revenu en arrière. T'es revenu 20 ans en arrière où tu fais tourner ton système d'IT sur ton Windows. Je fais tourner ça sur mon GPU à la maison, avec 3 lits de Python que je sais pas trop ce que ça fait. C'est un peu, c'est une question, quoi. C'est une question de, à partir du moment où c'est que pour toi, après, c'est pas forcément négatif, hein. Moi, je trouve ça super que les gens expérimentent. Je pense que c'est super de voir autant de gens s'intéresser à la technologie, expérimenter, essayer de voir ce qu'ils peuvent en faire, avec différentes modalités. Mais... On a vu que l'esprit d'innovation, c'était souvent de faire tourner des trucs chez soi avec 3 bouts de ficelle et de les vendre ensuite aux autres assez vite. Ouais. Voilà, c'est là où ça devient un peu compliqué, effectivement. Je pense que l'innovation est super. Je trouve ça vraiment super que tu aies des modèles qui tournent vraiment sur des capacités de calcul qui sont faibles. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que les grands modèles, ça coûte énormément, ce qui est vrai, mais tu as aussi... on a une version de modèle Gemini Nano, ça tourne sur les Pixel Phone, sur les Samsung. Donc, le fait qu'on arrive à faire tenir ce genre de capacité dans des devices mobiles, c'est quand même relativement intéressant. Ça ouvre une attaque surface qui est complètement aussi différente. Je pense qu'on n'a pas encore complètement compris ce que tu vas faire avec un modèle en device, ou ce genre de choses. Intéressant. Et alors là, je rêve, je suis en plein Blade Runner, mais j'imagine une allée sombre sous la pluie avec des pubs de sushi et des gens qui, sous le manteau, vendent des modèles complètement pétés, complètement extrêmes, des trucs totalement interdits. Est-ce que tu vois ça arriver aussi ? Une sorte de marché noir de modèles complètement psychopathes. Je pense qu'il va y en avoir. Et malheureusement, je pense que ce ne sera pas des modèles LM, je pense que ce sera des modèles d'images. Il y a déjà des modèles d'images pour la génération pornographique. Entre ça et des pédophiles qui veulent un modèle qui génère des choses encore plus horribles, je pense qu'on n'est pas très loin. Je ne sais pas la taille de ce marché-là, j'espère que c'est pas très grand. Malheureusement, c'est un des sujets qui me tient plus à cœur et j'avais fait la seule étude sur le marché. Il y a des millions d'images pédophiles qui circulent, donc tu peux imaginer qu'il y aura un marché de gens qui vont avoir envie d'utiliser ça. Il y a eu les deepfakes de Taylor Swift nude. Je pense qu'il y a un énorme marché maintenant sur des modèles qui te permettent de nudifier les gens. Et ça va aussi exploser. Je sais pas ce que va faire la régulation et je sais pas trop ce que tu peux faire, mais c'est assez dévastateur pour les adolescents, etc. C'est quelque chose qui est relativement maintenant pervasif. Donc oui, ça va shifter. Tu mets en fait des capacités qui étaient
compliqué parce que certes tu pouvais le faire en Photoshop, mais il fallait Photoshop et puis il fallait se donner le temps. C'est un peu différent de c'est un clic de bouton sur ton téléphone et t'as une photo nue de la personne qui est en face de toi. Il y a quand même une commodisation de genre de capacité et on sait pas trop ça, mais oui, il va y avoir des changements de ce côté-là. Mais je pense que ça vient plutôt, comme beaucoup de choses sur Internet, drivé par le porn ou des choses, on va dire, beaucoup plus sinistres. Oui, parce qu'il y a un cas qui est déjà devant les tribunaux, c'est la création de puces, enfin j'allais dire de plus de compétences parce que j'ai joué à Shadowrun, mais de personnalité pour les poupées gonflables, enfin qui sont plus gonflables aujourd'hui puisqu'elles sont en silicone. Et du coup, la question, c'est jusqu'à quel point tu peux leur donner des personnalités pour... bon, enfin là, je vois Johan qui fait la gueule, donc... mais vous regarderez, les liens seront dans la référence de l'épisode. Ouais, non, il y a un marché, hein. C'est sûr, il y a aussi un marché tu peux imaginer pour aussi combien tu vas vouloir d'avoir de gens qui veulent créer des avatars pour faire du OnlyFans ou faire des fausses petits amis ou petites amies, et créer ce genre de choses. Ça va être compliqué. Ça va être Et compliqué. donc là, depuis 1 an et demi, à peu près, quelque chose comme ça, en tout cas, ça a quand même révolutionné l'usage de l'IA et notamment de l'IA générative. Tu parlais tout à l'heure un petit peu de collaboration avec le fameux, justement, là, le C2PA, donc la coalition pour justement travailler sur la provenance, l'authenticité. Est-ce que tu vois d'autres collaborations fleurir internationales, justement, à cet acabit, ou enfin comment tu vois les choses, justement? Est-ce que justement on est en train de se renforcer pour travailler ça de manière un petit peu efficace? Je pense qu'il y a de la collaboration. D'un certain côté, j'ai envie de te dire qu'il y a trop de collaboration, dans le sens où il y a énormément d'alliances qui sont formées. T'as la Frontier Model Forum, qui est les fabricants de modèles, mais t'as aussi pas mal d'alliances de sécurité qui existent. J'en connais peut-être 10 ou 12. Je pense que ça va se raffiner. Je pense que tu auras quelque chose qui éventuellement va converger vers un ensemble de frameworks. C'est comme tu as beaucoup de frameworks qui sont naissants. Tu as le WASP, LLM et GNA qui est très bien. Tu as MITRE qui en a fait un aussi. Il y a 2 ISO qui arrivent, 2790 et 2791 si je me trompe pas. C'est des nouvelles ISO sécurité, cyber security AI et privacy AI. Donc c'est intéressant. Donc il va y avoir pas mal de choses en termes de compliance qui arrivent. C'est sympa. On essaye de bosser nous aussi là-dessus. Et ce que j'espère vraiment, c'est qu'on arrive à avoir un petit peu un langage commun, on va dire, au moins, et avoir de la collaboration là-dessus. Après, les standards, ça va mettre du temps, parce qu'on sait même pas, tu sais pas encore exactement ce que tu veux. C'est un peu, on n'est pas là, je crois. Mais ça avance. Je pense que les gens sont plutôt motivés pour avancer. Sur les aspects défensifs, Jérôme citait tout à l'heure l'exemple de donner du sens à ces logs. Est-ce que tu as vu d'autres exemples qui vont permettre aux défenseurs de progresser de façon significative? Je pense qu'il y en aura. Je pense qu'il y a 2 choses à prendre en compte qui sont pas forcément évidentes aujourd'hui. La première, c'est quel est le domaine d'applicabilité de ces modèles. Et c'est quelque chose de très concret. Quand un modèle comme un LLM, c'est des milliards de paramètres, ça veut dire que tu utilises plusieurs GPU pour faire un utilisateur. Donc ça a un coût. C'est un coût de calcul qui est pas zéro. Donc tu peux pas te permettre de faire ça à une échelle trop large. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te vendre un LLM pour faire la détection d'intrusion, qui va regarder tous les paquets réseau, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit viable aujourd'hui, à moins que la capacité de calcul, elle fois 100. On parle pas de x2, on parle de quelque chose comme fois 100. Et donc, il y a des applications où il y a des modèles d'IA qui marchent bien. Par exemple, à Google, on a écrit pas mal. Enfin, mais j'ai passé beaucoup de temps à écrire des modèles, par exemple, le modèle de spam de Gmail. Mais ce sont des modèles extrêmement optimisés pour la classification. Ce que tu perds en généralité, tu vas gagner en capacité à le faire à très très haute échelle. On parle de centaines de milliers de fois par seconde. Tu peux pas faire ça avec un LLM. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de la sécurité. Tu vas pas être capable de le faire avec ces modèles très généraux. Ce que tu as en généralisation et en capacité d'interaction avec l'être humain, c'est pas quelque chose qui est approprié pour ce type d'application. De la même manière, tu peux pas vraiment faire du real time.
Tu vas pas avoir 2 secondes de délai entre le moment où tu veux faire une action et elle se passe dans un jeu vidéo ou dans une autorisation réseau ou ce genre de choses. Donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même des caractéristiques physiques et des caractéristiques économiques de ce genre de modèle qui fait que c'est approprié pour un certain nombre de tâches. Ça veut pas dire que tu peux pas utiliser de l'IA, mais il y a un certain nombre de gens qui ne connaissent pas les mathématiques ou la technique IA pure, qui se voient utiliser l'IA aujourd'hui, et comme ils savent pas trop faire, ils utilisent le truc très générique où ils parlent au modèle, ça fait un truc qui les intéresse, et ils disent, je vais déployer ça. La vérité, c'est que ça passe pas à l'échelle, et c'est pas fait pour. Donc, ça, c'est le premier cas qui limite pour le moment. Alors, pour combien de temps, tu sais pas, peut-être qu'on va trouver une manière de faire ça beaucoup plus rapide, mais on parle 2 fois 100, de faire ces applications-là. Ça sera soit des modèles dédiés très très rapides, soit des modèles génériques, mais pour le moment, les modèles génériques pour l'application rapide, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est il y a des choses qui sont très très difficiles, beaucoup plus difficiles que ce que j'en pense. Je vais donner un exemple évident auquel tout le monde pense, c'est la détection de vulnérabilité et fixer des vulnérabilités. Tu dis, le modèle, il comprend bien ce que je lui dis, il comprend bien le code, pourquoi est-ce qu'il peut pas lire du code et puis me trouver qu'il y a un buffer overflow et puis il me le patch. Ça paraît être un prolongement naturel. La vérité, c'est que c'est très très difficile. Il y a eu certains papiers qui ont des résultats très très élevés. On pense, en ayant refait ces papiers, que c'est en partie dû au fait que les données ont été vues durant l'entraînement, ou alors parce qu'ils ont un dataset qui est biaisé. Mais si tu regardes, nous, ce qu'on a été capable de faire sur des données qui sont propres, parce que c'est du code interne, on estime qu'on arrive à 15%. En gros, sur 100 patchs qui ont été issués par le modèle sur du machine learning pour des buffer overflow, mais des choses très simples, c'était 15 sur 100. Et on a fait ça sur 1000 exemples. Et ça nous a coûté énormément de temps d'ingénierie parce que c'est vraiment des exemples où on a pris un bug qui était détecté par un sanitizer, donc un vrai bug que tu peux détecter tu peux tester. Et on a soumis un patch automatisé à des ingénieurs qui l'ont relu. Et l'acceptance rate, c'est 150 sur 1000. Et la grosse difficulté, elle réside dans le fait de patcher ou dans le fait de détecter, ou les deux? Les deux. Les deux à certains exemples. Et si c'était facile, ça serait fait. Et je pense que si c'était facile, il y aurait déjà une startup qui aurait démontré ça, mais c'est très très difficile. On voit bien que GitHub, par exemple, ils ont commencé à annoncer un scanner de sécurité. J'espère que ça marche bien. Ça, encore une fois, moi, je suis tout à fait pour. Si on arrive à faire marcher ça, c'est super. Parce que ça va réduire l'exposure des problèmes, et si on peut éliminer une bonne partie des buffer overflow ou une bonne partie des XSS ou des SQL injection parce que l'IA elle les trouve avant que tu les soumettes et t'as des scanners de code qui sont bien mieux, je pense que c'est vraiment une capacité qu'on a envie, et en tant que communauté. Donc t'as envie que quelqu'un y arrive, ou plusieurs personnes y arrivent, ça serait super. Mais c'est beaucoup plus dur. Et je pense que t'as une difficulté de raisonnement qui est pas forcément aussi évidente que ce que j'en pense. Donc pour le moment, il y a des applications qui sont très intéressantes, mais il y a un niveau de difficulté et un niveau de passage à l'échelle. Et je pense que le passage à l'échelle, c'est résolvable. La difficulté, je sais pas. Ben, si tu t'en sers pas pour vérifier qu'il n'y a pas de faille dans ton appli, le problème, c'est que les attaquants, eux, vont s'en servir pour trouver les failles. Hein. Quand ça marchera. Le problème que tu peux imaginer, c'est... et Jérôme, j'ai vu que tu avais une question, mais Hervé, quand ça marchera, moi, aujourd'hui, sur les gens qui font de la détection de vulnérabilité, il y avait certains papiers qui disaient être capable de détecter des vulnérabilités à 90%. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu as un autre dataset qui est sorti, je sais pas, la semaine dernière, alors, il a aussi des problèmes, mais ils pensent qu'ils sont à 6%. Je pense que la vérité entre les deux, mais 6% de success rate, si t'es un attaquant et que le machin il dit, voilà, il y a 100 vulnérabilités et que tu dois en vérifier 90 à la main avant d'en trouver une, t'as peut-être plus vite fait de le faire à la main. On n'est pas encore, je pense pas qu'on soit aujourd'hui encore au moment où trouver des vulnérabilités avec l'IA est quelque chose de fiable. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça fait quelques années que les gens essayent. En tout cas, on peut toujours espérer que les attaquants crameront de la ressource pour trouver les 6% qui fonctionnent et perdront du temps sur les 94% qui restent. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est sur un autre sujet. Ce qu'on voit arriver là tout de suite, qui arrive vraiment dans des produits, F5 Networks va le faire, mais d'autres vont le faire aussi. C'est surtout que ces grands modèles sont utilisés pour remplacer le langage d'interrogation des logs, pour faire des recherches, en fait. Simplement dire, sors-moi mon top 10 de mes actifs les plus attaqués avec les 10 IP les plus actives contre ces actifs-là. Voilà, réussir à faire à chaîner des demandes comme ça, des requêtes qui prendraient plus de temps, qui demanderaient plus d'expertise pour les faire à un opérateur, alors que là, on va pouvoir les faire en langage quasi naturel. Voilà. Ce qu'on voit arriver surtout, c'est ça, très concrètement. Oui, le Natural Language Query, ça a l'air pas mal du tout. Pour tout ce qui est SQL, la question, c'est... Je pense que pour des produits qui ont des tables bien structurées, ça va bien marcher. La question, c'est est-ce que tu peux faire ça sur n'importe quelle base de données? Ça, c'est un peu plus compliqué. Et est-ce que tu peux le faire sur plusieurs types de logs? Alors, si tu le fais sur de l'analyse de ton réseau, je pense que ça va bien marcher.
si tu es en incidence response chez un client et tu as un système hétérogène et que tu as des tonnes de logs différents, ça va être beaucoup plus difficile. Encore une fois, tu vois, on en parle de la même chose. Si tu crées une query, c'est une fois de temps en temps. C'est un être humain, donc tu accélères un rendu humain, donc c'est plus une épreuve d'assistance que tu vas faire tourner le LLM toutes les 20 secondes pour générer le rapport. Tu n'as pas envie de faire ça parce qu'on en revient à la question de coût et de complexité. C'est-à-dire que ça marchera probablement bien pour les queries de base. Si tu demandes une query bien compliquée qu'il a jamais vue avec des termes qu'il comprend pas bien, tu as aussi un échec de la query. Et là, tu te poses la question de comment tu débugs ça. Parce que tu vas te retrouver le truc qui va dire ça marche pas, tu vas t'afficher une query de la mort qui est super longue. Comme tu ne te sers plus de SQL ou du langage qui est utilisé pour ça, tu sais plus le lire. Et alors pour le débugger, c'est compliqué. Donc il y a aussi ce flip side qui est que ça simplifie la barrière d'entrée. Par contre, en cas d'échec, la capacité de débugage, elle devient plus compliquée. Je suis pas contre, hein, Oui, mais on revient à la base. Il faut que ça accélère, optimise, améliore le travail de l'ingénieur, mais il faut pas remplacer l'ingénieur par un technicien. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'aujourd'hui le hype machine construit les choses. Donc je pense que c'est important Hervé, tu as bien raison, d'highlighter qu'en fait, il faut maintenir la compétence. Tu pourrais espérer qu'un ingénieur soit capable de traiter plus de cas plus vite parce qu'il aura à débugger moins de choses, donc tu peux espérer améliorer la productivité, mais c'est pas un remplacement de la compétence. Mais ça, je suis pas sûr que ça soit vraiment bien assimilé par la plupart des gens aujourd'hui. Je pense que ça, c'est vraiment... Non, mais c'est pas forcément bien assimilé, d'où l'importance de le rappeler. C'est-à-dire que l'analyste SOC, ça reste l'humain qui fait toute la différence à la fin. Simplement, il va avoir des capacités d'analyse des journaux qu'il a en face de lui meilleures. Et ça, c'est quand même moi, ça me semble une des utilisations pratiques, réelles, concrètes, immédiates. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment bien à noter, que tu le dis, c'est qu'on va pouvoir chercher des gains d'optimisation, de productivité de la part de gens déjà bien formés et pas des gains en masse salariale en remplaçant des gens bien formés et bien payés par des gens moins formés et moins bien payés. Et c'est effectivement ça, il faut le rappeler. Ouais. Moi, je pense que j'avais écrit un blog post quand l'IA était sortie qui s'appelait qu'est-ce que ça fait que la workforce AI elle rentre sur le marché humain. Et il y a un certain nombre de choses que les gens se rendent pas compte, je pense. Mais tu vois, c'est pas des choses compliquées. Les gens étaient très l'année dernière à peu près, les gens étaient très très inquiets sur les jobs. La première chose à se rendre compte, c'est que on a besoin de l'IA. En fait, le dilemme, il est pas est-ce qu'on peut faire sans l'IA. La question, c'est qu'est-ce que serait que l'alternative d'un monde sans une IA. Les attaquants, eux, de toute façon, ils vont pas s'arrêter, donc t'as pas vraiment le choix. Et 2, on est quand même dans un monde où il y a pas mal de pays qui sont en voie de réduction démographique. Et on peut pas imaginer. À un moment, il faudra que si on veut maintenir la qualité de vie ou l'augmenter pour l'ensemble de la planète, il va falloir plus de workforce. Et si la workforce, c'est pas on fait plus de petits, il va bien falloir avoir des machines qui te les remplacent. Je sais pas si dans 50 ans, tu auras encore des chauffeurs de taxi. Je sais même pas si c'est désirable. Je pense que si on a moins d'êtres humains, on a besoin d'humains qui vont avoir besoin de faire des métiers plus complexes et on va être obligé d'outsourcer une partie de nos capacités, de nos travails aujourd'hui à des machines, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'êtres humains. Et je pense que ça t'enlève pas un job, c'est juste qu'il y a trop de jobs pour la workforce humaine. C'est pas si grave. Mais il y a aussi des choses qu'on peut pas faire. L'alternative, c'est de faire plus de bébés alors. Ça prendrait 20 ans. Le problème, c'est que par exemple, durant cette décade, l'Allemagne, je sais pas pour l'Allemagne, mais je suis sûr que pour la Chine, par exemple, c'est sûr, ils auront moins de gens qui entrent dans le workforce que de gens qui en sortent. Donc quand ta workforce elle shrink, il faut bien que tu fasses quelque chose. Il y a aussi, c'est assez marrant, si tu demandes aux gens comment t'imagines la colonisation de Mars, la plupart des gens imaginent que tu vas envoyer des gens. Tu vois, on va envoyer une armée de Matt Damon sur Mars pour coloniser Mars. C'est ce que font les bouquins de science-fiction. La vérité, c'est que si on veut avoir un espoir à coloniser Mars, il y a pas vraiment d'autre choix que d'envoyer des IA. Si on veut vraiment coloniser des planètes, tu vas pas envoyer un être humain qui va mourir au moins de perte d'oxygène, alors que tu peux envoyer des IA qui seraient capables de terraformer, et puis t'arrives quand c'est fait. Donc, si on veut vraiment... Là, on confond un peu IA et robot. Hein. C'est la même chose, non ? L'IA, c'est le cerveau des muscles. L'IA, c'est le cerveau des muscles robotiques. C'est un peu pareil. Enfin, dis-moi, Google, ce qu'on observe pour Seikan, qui est notre robot qui marche de manière complètement autonome, son cerveau, c'est un LLM. Enfin, c'est basé sur un LLM. Le LLM donne au robot une capacité de compréhension de contexte. Donc l'IA, ça sera les robots. Il n'y aura pas de robots sans IA. Je sais pas combien de temps les gens vont adorer cette idée d'avoir ChatGPT ou Gemini qui est un petit peu un cerveau dans une boîte.
et tu peux un peu parler au cerveau, t'as ce côté un peu magique, mais ça va probablement plus se transformer sur quelque chose d'humain. Prends les Waymo qui sont nos voitures qui conduisent partout, c'est une IA qui conduit en fait. Ça va être intéressant. Mais Et est-ce effectivement, qu'on peut lui parler en langage naturel justement pendant la course? je crois pas que je crois que tu peux. Je crois que tu peux. Mais enfin, tu le commandes comme un Uber, donc je sais pas ce que tu lui dirais pendant la course, mais je sais pas si la voiture devrait te parler. Ça serait intéressant. Je sais pas. Alors là, tu me coinces. Je sais pas du tout. Moi, j'aimerais bien que s'il y a un LLM dans mon Uber automatique, j'aimerais pouvoir lui parler aussi, comme je parle, je chatte avec un LLM. Ah, écoute, pourquoi pas. Ça peut être une feature. Ça peut tout à fait être. Mais oui, oui, Mais c'est important. Je pense que c'est ça que Par contre, l'inverse de ça, c'est imagine une banque qui automatise son tech support, comme il y a beaucoup de gens qui veulent le faire avec des LLM. Et on a eu ça, je crois que c'était United ou Canada Airlines qui a fait ça. Le modèle a complètement halluciné les remboursements et légalement ils sont retrouvés à devoir payer ce que le LLM avait promis. La question c'est si le LLM fait une erreur, qui c'est qui va être responsable pour l'hallucination ou la bêtise que le LLM va dire, et deux, combien de temps un client va rester si tu as un système qui fait des erreurs. Mettons que le modèle il est bon, mais il est correct à 90%. Tu vois. Alors, en tant que manager, tu dis ouais 90%, super. La question c'est combien de temps ton client il va accepter d'avoir la mauvaise pizza ou de pas pouvoir se faire désactiver sa ligne de téléphone et avoir l'abonnement qu'il veut pas. Combien d'erreurs d'IA on va supporter en tant qu'être humain. En tant que client, si tu sais que la boîte en face de toi utilise un modèle d'IA, quelle est ta tolérance pour l'erreur? Et en sécurité, ça va être pire. Pour la sécurité et pour le médical, tu te poses la question de réellement combien on a de marge de manœuvre avec une IA. Et pour ces domaines-là, je pense qu'on n'est pas très loin on veut la perfection. Donc pour revenir à ce que disait Hervé, si tu envoies un rapport d'intelligence qui est généré par ton IA et qu'il est faux, combien de temps tu gardes ton client? Quel est le coût d'une erreur? Et ça, les gens se posent jamais la question. Ils disent ouais, c'est bien à 90%, très bien, mais tes 10%, combien ça te coûte pour de vrai? Parce que si tu as un grand compte pour qui tu fais de la threat intelligence et que tu lui renvoies quelque chose qui est complètement faux, et que le mec il s'aperçoit que tu as essayé de gagner de l'argent sur son dos en lui déléguant un modèle au lieu de faire ton meilleur analyste, combien de temps avant qu'il passe chez le voisin? Ouais, c'est radical et c'est surtout ça. Celle-là, c'est la perte de confiance. C'est-à-dire en renvoyer des livrables rédigés par une IA en les faisant passer pour quelque chose rédigé par un humain. Là, c'est une perte de confiance absolue. C'est 100% où le client s'en va. Mais sinon, pour en revenir à ce que tu disais, est-ce qu'on ne serait pas presque dans la même question qu'on avait avec la signature électronique? C'est-à-dire qu'on demande énormément à la signature électronique par rapport à la signature manuscrite, alors que la signature manuscrite, on le sait très bien, c'est entièrement falsifiable. Il n'y a aucun contrôle, aucune sécurité. On en était très contents. Et dès qu'on est passé à la signature électronique, on a demandé des choses une garantie absolument parfaite. Est-ce que ce serait pas un peu la même chose? T'essaies de remplacer les gens, en fait. La question, c'est que la signature électronique, c'est comme malheureusement la sécurité, on a un peu cette difficulté qui est que tant que tout se passe bien, les gens voient pas la valeur, et puis quand tout se passe mal, tu prends le blâme. Les gens. Bon, alors on a un peu digressé les aspects cybersécurité. Pour recentrer et pour conclure, Elie, est-ce que tu voudrais bien apporter le mot de la fin? J'encourage, je vais dire, le mot de la fin, il est plutôt optimiste. Je pense que, au final, pour le moment, du moins, et je pense qu'en règle générale, les technologies d'IA vont permettre aux gens qui font de la défense de faire beaucoup mieux, et donc ça va nous aider à regagner la main d'une certaine manière sur certains types d'attaques, et en particulier pour tout ce qui est flux, on en a parlé suffisamment de réponse sur incident, détection, etc., analyse de log. Donc je pense que c'est vraiment très très positif pour la sécurité. Si les gens sont intéressés à savoir un peu plus de ça, il y a 2 présentations à RSA que je vais faire. Une sur notre framework de sécurisation d'IA et l'autre sur les applications. Je parlerai en plus en détail de tout ce qui est simulation d'incident response et de où on en est pour le patching de la sécurité, pour les gens de découvrir. Mais de manière générale, il y a de plus en plus de ressources en ligne et vraiment, pour les professionnels de sécurité, je pense que c'est bien de s'intéresser un petit peu et de jouer un petit peu avec les modèles. Pour encore certaines personnes qui n'ont pas pris 1 heure ou 2 pour essayer, c'est dommage. C'est dommage parce que ça va vraiment faire partie du futur et c'est pas... Il y a du hype, c'est vrai, mais ce hype, il est pas sans fondement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière et c'est vraiment transformatif. Et tous les gens qui ont testé ça pendant plusieurs heures se rendent bien compte qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, j'encourage vraiment tous les gens pour y passer un moment. C'est pas blanc ou noir. Comme on l'a vu aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'opinions et peut-être que ça ira dans une direction ou l'autre, mais faut pas rater la marche.
La marge pour le moment elle est pas très haute, c'est quelques heures à essayer les produits, mais ça vaut vraiment le coup d'y passer un peu de temps. Surtout que c'est gratuit, que ce soit OpenAI ou Gemini ou ce genre de choses, c'est gratuit, la barrière d'entrée elle est pas très haute. C'est dommage de rater la vague. Donc si vraiment les gens qui écoutent sont encore un peu indécis, je les encourage vraiment à passer une soirée pour au moins savoir un petit peu ce que c'est. Je pense que c'est vraiment important. C'est tout à fait juste. D'ailleurs, nous avons réalisé 2 épisodes à ce sujet dans un temps relativement court. Bon, Elie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.